pas leur dire pour l'année dernière? Quoi? Il a essayé de se suicider l'année dernière. Il avait eu un lavage d'estomac. Sa mère le sait pas. Je savais pas non plus. Je pensais qu'il te l'avait dit. J'ai pas fait attention. Faut pas leur en parler. Tu sais quelque chose d'autre? Non, non. Quand je suis sorti de l'école de cinéma, j'étais très mécontent de moi. J'ai l'impression que j'étais pas entré dans ce que j'appelle la question du cinéma. Et j'étais pas content des films que je faisais à l'école. C'était pas des films de moi, c'était les films de n'importe qui. J'avais pas trouvé de voix VOX à moi. J'étais amoureux des gestes techniques et donc je me suis astreint au silence et j'ai énormément aimé travailler et aider des amis, en particulier Éric Rochant, à fabriquer leurs films. J'ai commencé à voir 6, 7 films par semaine, aller voir plusieurs fois, aller en salle pour rester voir 3 fois de suite le même film, etc. Et à lire des quantités de livres, à lire 3, 4 romans par semaine, et voilà. Et ça a été ça mon école de cinéma. Mon école de cinéma, ça a été au chômage, technicien, et lire, et voir des films. Et là, peu à peu, en regardant les films, peu à peu, je me suis peut-être trouvé une voie. Et moi qui m'étais échappé de Roubaix, puisque je suis né en province, le premier film, La vie des morts, est un film que j'ai ancré dans un territoire que je connaissais. Et revenant dans cette ville dont je m'étais enfui, en fait, j'ai commencé à me dire, peut-être j'ai un peu une voix qui est à moi. Et voilà. Et évidemment, je fais un cinéma de cinéphile. C'est nourri de toutes ces années où j'ai vu beaucoup de films. Les références, il y en a une écrasante. C'est Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, des réunions de famille. Alors là, c'est pas d'époque et tout ça, mais vous voyez ce genre de film. Il y avait un film de Chéreau qui comptait beaucoup pour moi, qui était Hôtel de France, qui est un film très méconnu, qui est une adaptation de Tchekhov par Chéreau, qui a été faite avec les élèves de l'école des Amandiers. Et tous ces films-là m'ont nourri, et à travers les films des autres, j'espère avoir su trouver une voie qui me soit personnelle. C'est des cousins qui se retrouvent à l'occasion d'un décès. Et le type n'est pas mort. Le type est entre la vie et la mort. Donc voilà qui se sont venus pour un deuil, et voilà qui se retrouvent en vacances. Des vacances morbides, mais des vacances. Donc ils sont un groupe. Et pourtant, j'ai essayé de filmer la solitude de chacun. Donc vous voyez, il y a toujours une tension pour moi entre le collectif et la solitude. Et dès que je vois des acteurs ensemble, je perçois mieux la solitude de chacun. J'aime bien les films de famille parce que ça me permet de jouer avec beaucoup d'acteurs, et je trouve qu'on dit jamais assez bien de la quantité, et on dit toujours du bien de la qualité. Non, la quantité a ses vertus. Chacun est un être humain à sa façon. Et toutes ces couleurs de jeu, et d'arriver à faire danser ensemble ces couleurs de jeu, c'était le désir profond que j'avais avec ce film, et qui me semblait éthique, c'est-à-dire c'est pas vrai, c'est pas bien qu'on soit normé. Ce qui est bien qu'on soit chacun anormaux. Et c'est ça qui fait de nous des êtres humains, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas duplicable. On n'est pas duplicable, quoi. Quand je suis sur le plateau et devant les acteurs, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est comme une piscine froide, et tout d'un coup, je leur demande devant les techniciens de se mettre en maillot de bain et de se jeter dans l'eau glacée. Et je trouve qu'il faut un tel courage pour jouer. Alors je me dis, si moi, j'ai pas le courage de le faire avant eux, c'est pas honnête, quoi. Donc j'aime bien penser que moi je prends les ridicules et je leur laisse la gloire. C'est-à-dire que devant les techniciens, je dis alors voilà, vous allez faire, et je me jette et je commence à jouer devant les techniciens qui se moquent de moi, parce que je joue à peu près comme Louis de Funès, je joue de manière extrêmement outrée, et j'essaie d'attraper chaque mot, de faire rendre à chaque mot sa signification, de leur faire des propositions de jeu, et eux, d'un certain côté, ils font leur marché. Vous voyez, ils disent bah tiens, ça j'aime pas, ah ça c'est pas mal. Ça, je pourrais le faire à ma façon. Et du coup, je fais un peu l'histrion devant eux. Et eux, ils habitent ce qu'ils ont un petit peu envie d'habiter. Avec Éric, c'est que je crois que j'ai 1 an de plus que Éric Gauthier, voire 1 an et demi. Donc je suis un peu son aîné. Et pourtant, au même âge, on a vu Fanny et Alexandre et la photo de Nick Vist dans Fanny et Alexandre. Donc pour nous, c'était un phénomène générationnel. Je sais que le film est mondialement connu, toutes les générations le connaissent, mais enfin, nous, c'était juste le film de notre époque, quoi. Donc il y avait dans les tons chauds des souvenirs de la lumière de Nick Vist, et c'est venu d'Éric Gauthier, cette idée de conduire plus le cousin approche de la mort, les lumières deviennent de plus en plus froides. Donc on a commencé avec des lumières très diffusées
et très chaude, avec des contre-jours qu'on faisait avec des projecteurs Fresnel, avec des gélatines, et voilà, qu'on plaçait dehors. On n'en avait qu'un. De toute façon, on n'avait pas l'argent pour en louer d'autres, donc on le montait suivant les étages, vous voyez, suivant les scènes qu'il y avait à tourner. Et donc avec ces contre-jours dorés qui font des espèces de lumière d'été indien ou de choses comme ça, et plus le film va, moins il y a de diffusion, c'est-à-dire que plus l'image devient crue et plus l'image devient froide, jusqu'à la fin. Quand Pascal, Marianne Denicourt, retrouve Bernard Ballet et qu'elle se rend compte que c'est pas un agneau Pascal, elle n'a pas donné la vie, elle a donné la mort à son cousin. Pas par cette espèce d'accouchement bizarre, elle a délivré son cousin de la vie et elle l'a tué. Et le film se termine sur cette énigme. Je trouve que j'ai écrit une bonne scène quand elle m'étonne et quand je me dis je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Qu'elle est mystérieuse, qu'elle me reste opaque. Donc je ne sais pas comment la filmer, je ne comprends pas. Si je comprends la scène, que je comprends ce qu'elle veut dire, que je comprends ses implications, que je la comprends, je veux dire, en entier, bien entendu, il faut que je la comprenne, qu'elle arrive à parler des autres et qu'elle arrive à parler de moi. Et il faut qu'il y ait une part obscure dans cette scène où je me dis, mais comment on fait pour mettre ça en scène ? Et arrive le travail de préparation, et là, peu à peu, on arrive à mettre en place des stratégies pour faire donner à la scène tout son potentiel. Ça passe bien sûr par des trouvailles visuelles, par exemple cette espèce de vitrail dans la montée d'escalier qu'on a fait repeindre en rouge et dont j'espère que les spectateurs se souviennent, ça vient de ces fumées puisqu'on tourne en Super 16, donc on ne pouvait pas utiliser des filtres diffusants, donc on mettait de la fumée, mais on n'avait pas d'argent pour la machine à fumer. Alors un des assistants avait été à l'église pour voler de l'encens. Et donc ça sentait l'église pendant tout le tournage, parce qu'on faisait brûler de l'encens un peu avant pour faire cette diffusion, pour avoir les diffusions dont Éric Gauthier avait besoin pour chaque scène. Donc ça peut passer par des trouvailles visuelles, mais ça peut passer par la langue aussi, la façon de faire parler. Moi ce que j'aime, c'est quand la langue elle fait parler les corps, que les corps ils bougent d'une façon qui nous surprenne. Il manquait un début à la scène, alors j'ai griffonné sur une feuille de papier, je l'ai donné à Emmanuel Saint-Linger, et il a dit « Bon, je ferme un peu la porte parce que bon ». Et tout le monde a explosé de rire, et je me suis dit, ça va, je crois que j'ai un certain talent pour le dialogue, je pourrais m'en servir. J'avais réussi à franchir une limite dans l'écriture des dialogues. Bon, je ferme un peu la porte, parce que bon. Alors Alors c'est le drame. Tout le monde attend, mes parents sont légèrement disputés. Se déchire la gueule, tu veux dire. vous savez quelque chose ? J'ai vu son copain avec qui il habitait, mais... Sinon il m'a écrit il y a un mois, il allait bien. Je vais prendre un exemple qui est personnel. Vous voyez, quand je suis monté à Paris, les films d'Hitchcock étaient invisibles puisqu'il y a un problème de droit avec la maison de production. Donc on ne pouvait pas les voir. Je les avais vus en noir et blanc, très jeunes, chez mes grands-parents, à la télévision. Et donc on attendait de pouvoir voir la ressortie de ces films en couleur. Et je lisais les critiques et je voyais que Vertigo était le film culte de la nouvelle vague. Et moi je voyais Vertigo dans une copie ignoble qui était à Paris, qui traînait dans les cinémas du quartier latin. Et je trouvais que Marny, Pas de printemps pour Marny, était un film nettement supérieur. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont vu dans Vertigo que j'ai jamais vu ? Et quand j'ai vu la copie restaurée de Vertigo, dans son bon format, avec les sons restaurés, avec le Technicolor restauré, etc., là, j'ai vu ce que Truffaut et Godard avaient vu dans le truc. Vous voyez, il m'aura fallu 20 ans pour commencer à tomber amoureux de Vertigo, qui aujourd'hui est un de mes films fétiches. Donc je crois qu'avoir des copies restaurées, si on veut garder le dialogue entre les générations, est fondamental. Et c'est un moment assez émouvant pour moi, parce que moi je ne vois jamais mes films, parce que quand je les étalonne de manière muette. Quand je les mixe avec une copie de travail, et quand on met la bonne copie avec le son, je m'en vais et je laisse la monteuse terminer. C'est-à-dire que maintenant le film est prêt pour les spectateurs, donc il faut un spectateur exclu, c'est moi. Et lors de la restauration, j'ai retrouvé les films, et l'étalonneur ne le croyait pas, j'étais avec Éric Gauthier, parce que je me souvenais de chaque plan. Je n'ai pas besoin de les revoir, je n'ai pas besoin de voir mes films, puisque je les ai fabriqués avec mes mains, donc je sais comment ils ont fait, c'est logique, vous voyez. Donc je regarde, et je dis, donc là, je peux le faire les yeux fermés, l'étalonnage. Donc j'étais dans cette salle, on revoyait les images, et du coup on en profitait pour redonner un peu de nerf, et le film est en Super 16, donc l'image est plus fragile, on ne pouvait pas tourner, c'était l'hiver, on n'avait pas des diaphes très fermés, c'est-à-dire on avait des ouvertures d'objectifs, ce qui fait que l'image a moins de piqué, et donc on pouvait redonner un peu de piqué, de la matière, et retrouver la sensualité d'Éric Gauthier.
Et de retrouver comme ça pour la première fois, 25 ans après l'avoir tourné, ces acteurs qui ont changé et qui en même temps sont parfaitement identiques, de me rendre compte que je me souvenais de chaque raccord, c'était un plaisir sensuel très très fort. J'ai toujours regardé La vie des morts comme un film de fantôme, toujours. Comme je raconte, j'ai pas bien raconté l'histoire, je ne vais pas vous dire que j'ai bien raconté, parce que ce que je viens de vous raconter dessus, il y a des spectateurs qui ne le comprennent pas, que c'est Pascal qui donne la mort à son cousin, etc. Ils ne le comprennent pas. Pour moi, c'était évident. Et c'était évident à tel point que, vous voyez, le film est rythmé par des plans vides, qu'on appelait avec Éric Gauthier, qu'on appelait les plans plumes. Alors c'était des plans qu'on faisait sans équipe, juste Éric et moi, on ramenait la caméra, sans lumière, et on se plaçait dans la maison et on filmait la maison vide. Et toujours, je prenais soin de placer une chaise vide dans le décor, quelque part, dans un endroit, et c'était la chaise pour Patrick, pour que le mourant puisse regarder, avec un sourire, tous ses cousins qui se débattent autour de la question de sa mort à venir, du regret, du thème du suicide, etc. Et que cette maison, elle est hantée par ce cousin qui est entre la vie et la mort, et qui bientôt va être délivré. Et donc à chaque fois, dans chaque plan vide, on a gardé une place pour le fantôme. Et c'est ce fantôme, à mon avis, qui vient éclairer et donner sa mélancolie et son humour, étrangement, au film. J'ai été ému par l'invitation que vous me faisiez aujourd'hui, parce que vous voyez, quand les gens ont découvert La vie des morts, ils ont découvert la vitalité de cette famille, de tous ces nouveaux visages d'acteurs qui étaient des acteurs pas normés, que le cinéma majoritaire voulait pas. Vous voyez le tremblement d'Emmanuel Saint-Linger quand il récite le Baudelaire, etc. Et ben, tout ça, le cinéma majoritaire en voulait pas. Alors, les gens, ils ont vu ça, mais ils n'ont pas écouté l'intrigue. Et si je repense à l'intrigue, si je repense à Patrick mourant, je suis extrêmement fier de faire partie d'une distribution de films de fantômes. C'est-à-dire que je trouve que 30 ans après, le film a enfin trouvé l'endroit où atterrir. C'est ça que je voulais faire depuis le début. C'est ça que parfois les spectateurs ont mécompris. Et la lettre est arrivée à son destinataire, puisque vous le reconnaissez pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film de fantôme. Merci beaucoup. Merci à vous.